Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast ActuSF, le podcast de toutes les science-fiction et de toutes les fantaisies. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur de recevoir l'auteur d'une série de fantaisies étonnantes puisque son héros est un bouffon, le bouffon du roi. Il joue un simple d'esprit, il doit mener des missions à bien pour son suzerain. Et après un premier tome étonnant, voici Séverin embarqué dans de nouvelles aventures avec le tome 2 du bouffon de la couronne. Il arrive ces jours-ci en librairie et son auteur Thibault Lafargue est mon invité. Salut Thibault. Salut Jérôme. Alors, ça y est, voilà, le tome 2 est là. Ça fait plusieurs mois que tu le prépares. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un petit peu, parce que le tome 1, tu l'avais écrit et réécrit pendant longtemps, là, le tome 2, tu l'as fait. Comment est née un peu l'idée de ces nouvelles aventures de Séverin dans la continuité du 1? Elles sont nées après avoir lu un article très détaillé sur le harem Ouais. plus particulièrement le harem de l'Empire ottoman. Et plus j'en apprenais sur ce milieu, plus je me disais que c'était un terrain de jeu idéal pour un auteur, pour raconter des histoires absolument fascinantes et toujours d'actualité, notamment sur le statut des femmes et la manière qu'on a de les brimer. Et j'aimais beaucoup aussi l'idée, contrairement au premier livre qui est beaucoup plus classique dans son décor, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un château type inspiration médiévale européen, donc on est plutôt habitué à ça en tant que lecteur, et bien de prendre cette figure du bouffon plus occidental et de la plonger dans un univers complètement différent, entouré presque exclusivement de femmes, dans un endroit où il n'a pas le droit de faire rire. Donc je trouvais que ça boostait les enjeux et que ça allait mettre mon personnage dans une situation tout à fait délicieuse pour moi et abominable pour lui. Ouais, parce que ce que tu décris, donc, c'est notre Séverin qui arrive dans un harem, qui est autorisé en tant que simple d'esprit à être dans un harem en tant qu'homme. Normalement, il n'y est pas. Et dans cet univers qu'on voit très féminin de courtisane, en fait, il y a des luttes politiques. C'est très dur. Parfois, il y a de l'exclusion, il y a des morts. Et lui aussi souffre dans sa chair. C'est pas du tout un milieu accueillant. Exactement. Bah d'ailleurs, c'est ça qui me plaisait aussi, c'était casser un peu l'image d'Épinal qu'on avait du harem, qui nous est venue notamment aussi par les peintres orientalistes qu'on a eu au 19e siècle, comme Ingres avec la Grande Odalisque ou autres, et qui, je trouve, sont des peintres géniaux, c'est sublime comme travail, mais on ne peut pas réduire le harem à ces femmes langoureusement installées sur des divans en train d'attendre que le sultan ne les cueille. C'est beaucoup plus compliqué que ça parce que le harem, même historiquement, c'est vraiment une pépinière de la dynastie ottomane, hein. Donc on a beaucoup de femmes enfermées. Le but, c'est de procréer pour pallier à la mortalité infantile et éviter ensuite des guerres de succession. Donc c'est très politique. C'est aussi un endroit qui est très hiérarchisé. Tu le disais, tu as les courtisanes, tu as les favorites, tu as les eunuques qui encadrent tout ça. Et c'est aussi une forme d'école pour femmes, parce que ces femmes, contrairement à ce qu'on peut penser peut-être au premier abord, elles sont instruites. La danse, la littérature, la poésie. Donc c'est tout ça que j'avais envie de me réapproprier pour raconter cette histoire d'émancipation à la fois féminine et aussi masculine, puisque ça va être l'émancipation du personnage principal dont tu parlais, Séverin. Ouais, parce que comment il est? Il est dans quel état, notre Séverin, au début de l'histoire, hein? On rappelle que dans le Bouffon de la Couronne, tome 1, il est devenu bouffon. Il a appris les arcanes de la cour du roi. Le voici envoyé en mission loin de chez lui, un petit peu tout seul, avec sa seule amie qui, en fait, commence d'abord par le détester et ne pas vouloir le voir. Donc, il est vraiment esselé. Dans quel état d'esprit il est? Tu résumes bien, tu résumes très bien l'affaire, c'est-à-dire qu'il est seul, et c'est ça qui me plaisait, c'était, il n'a jamais été aussi bon en tant que bouffon qu'au début du deuxième, puisque fort des expériences qu'il a vécues dans le premier, il acquiert une certaine assurance et aussi un plaisir, malgré tout, hein, il commence à se reconnaître dans ce rôle de bouffon. Mais pour compliquer les choses, je lui ai retiré la plupart de ses alliés, voire quasi tous ses alliés. Ce qui fait qu'il se retrouve dépaysé, comme on disait, il se retrouve très seul. Et c'est ça qui va le pousser dans ses derniers retranchements, parce qu'il va même en venir à s'interroger, mais est-ce que je n'ai pas été abandonné de mon roi aussi? Donc voilà, c'est comment faire pour se trouver de nouveaux alliés dans un nid de vipères où chaque courtisane peut aussi se révéler un ennemi très dangereux. Ouais, ça c'est sûr. Euh, Univers confiné, comment que tu as construit, toi, ton histoire? Comment est-ce que tu travailles? Par le décor beaucoup. Je fais le lien entre personnage-décor, c'est-à-dire la reine. Quelle est la reine du livre? Pour le premier, comme je te l'avais dit, c'était vraiment le château. C'est presque un huis clos d'ailleurs le premier. Alors on a quand même les faubourgs, on a le bourg, mais on est principalement dans un château. Et moi j'aimais beaucoup aussi avec tous ces choses trappes, ces couloirs, ces corridors, plonger et perdre un peu le lecteur à l'intérieur.
pour que Séverin, en tant que bouffon, devienne de plus en plus efficace et presque domestique ce milieu. Hmm. Et bien, c'est la même chose pour le deuxième. Je me suis dit, si le tome 1, le terrain de jeu, c'est le château, le tome 2, ça va être une autre forme de huis clos. Alors évidemment, on aura aussi des allers-retours à l'extérieur, mais relativement peu, parce que ce qui m'importe avant tout, ce sont les personnages et les relations entre eux. Et je trouve que le meilleur moyen de faire ressortir tout ça, c'est par le huis clos, puisqu'ils sont enfermés dans un même lieu et qu'ils vont devoir apprendre à cohabiter ensemble. Donc c'est Hmm. vraiment ça. Comment on fait cohabiter deux types de personnages aux antipodes, c'est-à-dire des femmes qui ambitionnent de porter le fils du sultan pour s'échapper de cette prison dorée, et d'un autre côté un bouffon qui a une mission bien particulière, qui est liée d'ailleurs au premier tome, mais pour réussir cette mission, il comprend qu'il va avoir besoin de ces femmes. Ouais, évidemment. Et puis, on va en apprendre plus sur lui. Alors, je ne spoil rien, évidemment, mais il va en savoir un petit peu plus sur ses origines, c'est vrai, et en découvrir beaucoup sur lui-même. Euh, Ton personnage, tout est calé à l'avance ou c'est au fur et à mesure de l'écriture? Est-ce que tu sais exactement quels sont ses ascendants à ses brins et comment ça va se passer? Parce que là, il y a quand même de sacrées révélations, hein. Oui, c'est vrai. Disons que dans les très grandes, enfin non, même on peut dire dans les lignes assez précises, tout ce qui va toucher à l'évolution du personnage, tout a été pensé en amont. J'aime beaucoup préparer avec des plans assez structurés. Là où je vais me laisser plus porter par la plume, ça va être comment on arrive du point A au point B, tu vois, dans tous Mhm. ces petits couloirs. Mais tout ce qui va toucher à l'ascendance du personnage, à ses motivations, à son point de départ et à sa manière d'évoluer, tout ça, c'est vraiment pensé en amont pour que ce soit, je l'espère, le plus organique aussi possible et logique. Et c'est pour ça qu'on a un Sébrin qui est très différent dans le deuxième par rapport au premier, qui a pu commettre beaucoup d'erreurs, qui a pu avoir des comportements répréhensibles. Tout l'intérêt aussi, comme on le disait, c'est de faire évoluer ce personnage et on évolue aussi en apprenant d'où on vient. Et ça va être l'un des enjeux de ce deuxième tome. Ouais, parce que c'est peut-être la particularité de ton personnage dans toute la fantaisie, c'est que c'est un personnage qui essaye, qui se trompe, qui prend des baffes, qui de temps en temps trouve un truc, et puis quelques pages plus loin, il découvre que c'est pas du tout ça et qu'il faut qu'il change de direction. On a un héros qui nous ressemble vraiment. Pour le coup, on a un héros qui est pas un super-héros, qui est un héros qui apprend au fur et à mesure, et parfois c'est douloureux. Tu le vois comme ça? Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu disais, il est un peu de nous, et il y a un petit peu de fait de moi, puisque j'ai tendance à être au quotidien quelqu'un d'assez maladroit, et de commettre aussi des erreurs où pas forcément il y a deux chemins à prendre, je vais plutôt prendre celui de droite alors qu'il aurait fallu prendre le chemin de gauche. Et du coup, j'avais besoin d'un personnage qui soit aussi un peu comme ça, c'est-à-dire un personnage qui, qui a du mal, Hmm. qui n'est pas capable, qui n'a pas toujours les armes nécessaires pour affronter ce qu'il va devoir affronter. Et c'est ça qui, moi, me donne envie en tant que lecteur et en tant qu'auteur de tourner la page, c'est de me dire, ce personnage, il est très faillible, il fait des erreurs. Alors certains diront, ah non mais attends, c'est pas possible, il a fait telle erreur. Mais nous-mêmes, dans notre propre vie, on est les premiers à se raconter, tiens, j'ai fait telle erreur. Donc j'avais envie de garder cet aspect réaliste et de le plonger dans un univers de fantasy, sans compter qu'il faut pas oublier que c'est tout l'intérêt d'une trilogie. On a un personnage qui doit évoluer de tome en tome, et j'ose espérer que le Sébrin du début du tome 1 ne sera pas le même que la fin du tome 3. Ouais, évidemment, ça, ce sera un défi, mais je te fais totalement confiance là-dessus. Il y a une histoire dans l'histoire, il y a Séverin, mais il y a aussi, et je boucle un petit peu avec ce que tu disais tout à l'heure, ce milieu du harem avec encore une fois quelque chose de très oppressif et en même temps une résistance parfois par le silence, une résistance aussi parfois par le rire et par des actes de résistance en eux-mêmes. Tu nous mets une lumière quand même dans ce qui est très corseté. Ben, j'aime bien l'idée de résistance, comme tu le dis, puisque c'est tout ce qui innerve complètement ce deuxième tome, c'est l'idée de résistance et de rébellion. Et tu me posais la question pourquoi avoir choisi ce cadre au début de cet entretien. Et c'est vrai qu'une des réponses évidentes là tout de suite, c'est de te dire que si le rire est interdit, c'est peut-être le meilleur moyen pour ces femmes, in fine, de se réapproprier leur liberté. Est-ce que ça va suffire? Et si ça ne suffit pas, quel recours elles vont avoir, outre que le rire? Mais ça me passionne énormément. Je me permets d'ailleurs une petite parenthèse là-dessus. Ce deuxième tome qui se veut aussi une ode au sens large à la femme, et c'est pas pour rien aussi, c'est parce que quand on s'intéresse à ce que l'Empire ottoman a traversé, on a quand même eu, et je crois que c'est unique dans l'histoire quasi de l'humanité, on a quand même eu un siècle du 16e au 17e, on a quand même eu le sultanat des femmes. Donc Hmm. c'est-à-dire qu'on avait quand même des sultans qui étaient, alors soit qui mouraient trop vite, soit qui étaient incompétents,
et ça a poussé certaines femmes, notamment leur mère ou leur favorite, à gouverner à leur place pour avoir une véritable influence politique sur le pays. Et j'aimais aussi beaucoup ça, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'avoir des femmes qui sont finalement brimées, muselées, emprisonnées, et finalement, elles aussi ont un véritable impact sur la politique du pays. Et Séverin, qui est aussi un personnage politique en tant que bouffon, va se retrouver face à des odalisques qui sont elles aussi des personnages politiques. Et ça, c'est quand même un message très très fort. Tu as aussi une figure enfin une situation qui se répète, c'est des royaumes très forts qui sont soumis à, on va dire, je ne veux pas tout dire, mais une forme de déliquescence, en tout cas des grands risques dans tout ça. Tu ajoutes en fait l'instabilité politique au parcours de Séverin. Est-ce que finalement, un moment un peu flou dans l'histoire, un moment un petit peu tendu, c'est aussi un bon terreau pour raconter quelque chose? T'as un peu ces moments de basculement comme les grands empires qu'on a eus, que ce soit, on en parlait de l'Empire ottoman, on peut avoir aussi l'Empire romain. On a souvent un empire qui va atteindre son acmé, et au bout d'un moment, tu parlais de déliquescence, c'est là où tout bascule. Et c'est exactement là où commence d'ailleurs le premier tome presque, hein. On est vraiment à un moment de paix qui est contraint et forcé parce que les deux puissances n'ont pas vraiment le choix. On sent vraiment que même la religion de la tristesse qui a été imposée, on commence à en voir grandement les limites et on est en train de s'interroger. Donc j'avais envie de montrer aussi ce qui se passait de l'autre côté en Orient pour se dire on a vraiment affaire à des hommes qui sont peut-être allés au bout d'un système et ce système va permettre aussi la rébellion, la révolte et on espère comment dire une renaissance meilleure que ce qu'on a connu jusque-là. Hmm. Ouais, les derniers points, on est à quelques jours, au moment où on enregistre de la sortie en librairie du livre, de ce tome 2. Comment vit l'auteur ces moments-là? Parce que tu as eu le premier, joli succès, 3 tirages chez l'imprimeur. Là, le tome 2 arrive, comment tu te sens? Je me sens bien grâce aux vacances d'août. Ça aide pas mal à penser aussi à autre chose. C'est un peu, c'est presque plus irréel que le premier parce que le premier, ça faisait tellement longtemps que je travaillais dessus que j'arrivais certes pas à réaliser. Mais là, la particularité de celui-ci, c'est qu'il y a encore, je vais peut-être pas dire quelques semaines, mais quelques mois encore, je me voyais encore écrire ou retravailler ce texte. Tout est allé beaucoup plus vite pour celui-ci. Et du coup, je trouve ça encore aussi irréaliste que stimulant. Donc il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que les gens l'apprécient autant, sinon plus. Et n'ai qu'une hâte, c'est d'attendre le troisième tome parce que j'ai tout donné dans ce deuxième, mais je compte en donner encore plus dans le troisième. Parfait. Merci beaucoup, Thibaut. Ben, merci à toi. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Évidemment, vous avez compris, il faut lire Le Bouffon de la Couronne, le tome 2. Si vous n'avez pas lu le 1, bah, c'est le moment de le faire parce que le tome 2 est là. Il est aussi passionnant et c'est à retrouver dans toutes les bonnes librairies. Le podcast ActuSF s'arrête pour aujourd'hui, mais évidemment, on revient très vite pour vous parler de science-fiction et de fantasy avec ceux et celles qui font la science-fiction et la fantasy. Bonne journée à toutes et à tous.